avec plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui pour ce panel spécial qui marque donc le 45e anniversaire d'InfoSec, qui a été fondé en 1980 par M. Mike Crovell au bout de la table. J'ai deux annonces à faire. Il y a deux panélistes qui ont dû annuler leur présentation. Il s'agit donc de Mathieu Collin, de la chaire de l'UNESCO, et Marie-Andrée Pelland, notre présidente, qui a fait une vilaine chute hier, là, puis est en empêchement à cause de ça. Alors, cela étant dit, on aura droit à un mot d'introduction de la part de la directrice du comité des affaires juridiques d'InfoSec, et elle est également membre de son conseil d'administration. Alors, je vais avec une petite bio pour mettre en contexte. Membre du Barreau du Québec et spécialisée en droit international, elle est la coordonnatrice scientifique de la chaire de recherche du Canada sur les droits humains et la justice réparatrice internationale, ainsi que de l'Observatoire des mesures visant la sécurité nationale. Alors, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Madame Sarah Michelle Vincent Wright. Bonne soirée. Bonsoir. Ce qui est très intéressant dans cette salle, c'est qu'il y a assez de lumière pour que je puisse aussi bien vous voir que vous me voyez. Donc, que des beaux visages. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous accueillir ici ce soir. On est particulièrement heureux au sein de l'équipe d'InfoSec parce que cette année, c'est également le 45e anniversaire d'InfoSec. Et je vais donc me permettre d'entrée de jeu de dire quelques mots sur le directeur fondateur d'InfoSec qui se trouve au bout de la table, Mike. Et je pense que rien de toute la mission d'InfoSec serait possible sans lui. C'est lui qui a tenu la barre du navire, qui a rendu possible non seulement la mission, mais toutes les activités depuis 45 ans. Donc, je vous inviterai, si vous voulez bien, à m'accueillir, à donner un bon pas de poignée de main, mais applaudir. D'applaudissements. Mike. Merci, merci. Donc, Marie-Andrée n'est pas en mesure d'être parmi nous ce soir. Elle est, depuis quelques mois, la présidente du conseil d'administration, mais elle avait prévu de dire quelques mots que je souhaite dire à sa place. En 45 ans, InfoSec est devenu un acteur indépendant, pionnier au Québec et reconnu sur la scène internationale, un carrefour unique d'expertise interdisciplinaire et un point de rencontre entre milieux communautaires, universitaires, cliniques et institutionnels. C'est pour nous une grande fierté de pouvoir contribuer à ce maillage territorial et québécois qui est vraiment unique dans tous les domaines de recherche qui s'intéressent aux phénomènes sectaires. On est un centre d'information riche en information, un sens de l'écoute, on accorde une grande importance au dialogue et c'est ce qu'on vous invite à faire ce soir également. On a la chance d'avoir à cette table une richesse de panélistes très diversifiés. Et je vais vous les présenter, bien sûr, mais ce qu'on vous invite ce soir à faire, c'est de participer à ce dialogue-là, vous sentir à l'aise de poser vos questions. Il y a une période qui est prévue à cette fin pour justement poser vos questions. Alors, pour l'ordre du jour de la soirée, je vous présente les panélistes. Chacun aura environ une dizaine de minutes pour présenter leur perspective sur la thématique de la soirée. Je vous la répète, c'est la question sectaire, menace pour qui et pourquoi. Ça va être intéressant de les entendre sur, pour eux, selon leur organisme, leur domaine d'études ou de pratique, comment ils entrevoient cette menace-là, comment on peut, peut-être pas l'éradiquer, mais au moins la réguler. Et on va vous inviter à vous aussi nous faire part de votre perspective. Donc, sur ce, on est très, très fiers de pouvoir accueillir en ordre, d'abord, Madame ici, Nativité Castello, conseillère en accompagnement communautaire du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Je pense qu'on peut l'applaudir.
Monsieur Alain Bouchard, coordonnateur d'opération du Centre des ressources d'observation de l'innovation religieuse de l'Université Laval, sociologue des religions et chargé de cours à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Juste à côté, Marie-Ève Garand, directrice du Centre d'écoute et d'interprétation des nouvelles recherches du Croire, accompagnée d'Isabelle Germain, qui occupe les fonctions d'accompagnatrice au même centre d'écoute. Puis Léa Serier, responsable des dossiers politiques au sein de l'Association québécoise Plaidoyer Victimes. On ne lâche pas, il en reste deux. Lorraine Desrochers, du Forget Me Not Journal, le Myosotis, j'espère que j'ai bien prononcé. Sociologue des religions, professeur associé au Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke et membre régulière du Centre de recherche sur l'enfance et la famille de l'Université McGill. Et finalement, non le moindre, Mike Cropfield, fondateur et directeur général d'Infosec. Donc, alors, chacun a environ 10 minutes pour pouvoir présenter leur position. Par la suite, ça va être le moment de dialoguer avec vous. Je vais ensuite reprendre le micro pour un petit mot de clôture en lieu et place de Marie-André, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous ce soir. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Ah, parfait. Et, bonsoir à tous et toutes. Moi, je m'appelle Nativité. Je suis conseillère en accompagnement communautaire pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Je vais vous faire une petite présentation rapide du CPRMV, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis brièvement un petit peu la pertinence de notre participation à ce congrès. Donc, le CPRMV, on est un organisme à but non lucratif basé à Montréal, mais avec un mandat qui est provincial pour l'entièreté du Québec. On a été fondé en 2015. C'est une époque où plusieurs étudiants dans des cégeps montréalais avaient manifesté l'intérêt de rejoindre des groupes terroristes, donc radicaux et violents. Donc, à ce moment-là, la Ville de Montréal ainsi que le ministère de la Sécurité publique ont décidé de créer cette initiative pour pouvoir permettre d'avoir une approche de prévention de la radicalisation menant à la violence, une alternative un petit peu aux approches sécuritaires et psychologiques qui existaient déjà. Donc, une approche un peu plus communautaire qui est développée au sein du CPRMV. 3 mandats qui ont été portés par notre organisation au fur et à mesure du temps. Dans un premier temps, on travaillait essentiellement sur les notions de radicalisation menant à la violence, avec un accent particulier sur cette notion de violence. Avoir des pensées radicales, c'est bien évidemment correct, ça fait partie du quotidien de tous et toutes, mais néanmoins, quand ces pensées radicales entraînent, encouragent ou légitiment de la violence, mais là, ça devient un enjeu. C'était notre premier volet. Petit à petit, on a été porté à travailler sur les notions des actes à caractère haineux, avec certaines corrélations à certains niveaux, notamment au niveau des facteurs de vulnérabilité et de protection. Et puis finalement, tout récemment, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, qu'on porte un tout nouveau mandat axé sur la violence armée. Donc, c'est une initiative qui nous a été requise de la part de la Ville de Montréal pour pouvoir soutenir les familles et les parents qui sont inquiets par rapport à la question de la violence armée, notamment chez les jeunes montréalais, puis tout récemment, de nouveau à l'échelle de la province québécoise tout entière. Moi, plus particulièrement, je suis intervenante pour le service d'accompagnement communautaire. Alors, je vais mettre l'accent sur ce service-là pour ma présentation d'aujourd'hui. Service d'accompagnement communautaire, c'est un service qui est entièrement gratuit et confidentiel, offert à l'entièreté de la population québécoise. Et c'est un service qui est désigné pour adresser justement les questions de radicalisation violente et d'actes à caractère haineux. On fait des accompagnements qu'on appelle directs, donc pour les personnes qui se considèrent elles-mêmes comme étant engagées dans un parcours de radicalisation violente, et également des accompagnements indirects, donc pour les personnes qui gravitent autour de ces personnes-ci. Donc, ça peut être essentiellement des proches, des parents, des professionnels, personnes du milieu sécuritaire, réseau de la santé, des services sociaux, milieu scolaire, etc.
Donc, ce qu'on fait essentiellement dans ces espaces d'accompagnement, c'est identifier ensemble quels sont les facteurs qui peuvent avoir une influence sur le parcours des individus dans le sens de la radicalisation violente ou des actes à caractère haineux. Et on essaie d'identifier ensemble comment est-ce qu'on peut travailler ces facteurs pour renforcer le tissu social, valoriser les facteurs de protection et diminuer les facteurs de vulnérabilité. Comme je disais, c'est une approche qui est communautaire, complémentaire aux approches sécuritaires, donc dans le sens où on ne fait pas d'évaluation de risque, on n'établit pas s'il y a un degré de radicalisation chez les personnes. Néanmoins, ce qu'on fait, c'est identifier en tant qu'individu qui est confronté à cet enjeu-là, quel est mon pouvoir d'agir? Qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement, pour prévenir d'un passage à l'acte ou à tout du moins prévenir la violence face à certaines idéologies extrêmes? Quand je dis idéologie extrême, c'est tout type d'idéologie extrême. On parle de dimensions politico-religieuses, ethno-nationales, par rapport au genre et à la sexualité, l'autonomie et le pouvoir individuel. Fait qu'on adresse vraiment tous ces enjeux, tout ce qui touche aux notions de polarisation sociale et de violence. Fait que je vous affiche ici toutes les coordonnées pour le service d'accompagnement communautaire. N'hésitez pas à faire appel à ce service-là. Encore une fois, c'est gratuit et confidentiel. Puis s'il s'avère qu'on n'est pas la ressource la plus adéquate pour répondre aux besoins, ça nous fera plaisir de faire des références ou de référer aux instances les plus adéquates. Puis pour ce qui est du lien avec l'objectif de cette présentation ce soir, c'est certain qu'il y a une différence entre radicalisation et phénomène sectaire. Néanmoins, on a retrouvé que certains facteurs de vulnérabilité, comme l'isolement relationnel ou encore le fait d'avoir de la difficulté à trouver sa place dans notre société actuelle, ça pouvait se retrouver un petit peu dans ces deux dynamiques-là. Donc, bien qu'on ne travaille pas directement sur les enjeux sectaires, mais on a certaines approches qui peuvent se retrouver dans le cadre de notre travail. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Comme vous le voyez à l'écran, je représente le Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse. Alors, qu'est-ce que c'est que le CROIR? Alors, comme son acronyme l'indique, c'est un centre qui a été fondé en 2007, mais qui a des racines. Au moment où Mike créait InfoSect à l'Université Laval, on avait des projets de recherche, par exemple, sur le vécu religieux des Québécois, sur les croyances des Québécois. Et entre autres, avec des collègues, on avait pensé déjà à l'époque à commencer à constituer une banque qu'on a appelé à l'époque le BISRAC, la Banque d'information sur les spiritualités et religions alternatives au Québec. Finalement, ça n'a pas fonctionné pour de multiples raisons. Mais déjà, donc, on commençait à penser à structurer un centre, un lieu de référence pour mieux comprendre l'innovation religieuse. Parallèlement, en 1988, le diocèse de Québec avait demandé aux Sœurs du Bon Pasteur de constituer, tout au moins de mettre sur pied un centre à l'image du CINR à l'époque, ici, donc qui avait été fondé par Richard Bergeron en 84. Et donc le CNR a pris naissance, a vu le jour en 1988. Et petit à petit, donc, ces religieuses-là ont amassé de la documentation, créé un site Internet, et j'allais les rencontrer donc à plusieurs occasions, donc même périodiquement. Et tout à coup, au début des années 2000, elles me disent on est rendu à un âge avancé, on serait prêt à léguer tout ça. Et finalement, après négociation, la Faculté de théologie et de sciences religieuses a accueilli cette structure et c'est devenu le CROIR. Donc, comme vous le voyez à l'écran, qu'est-ce que c'est que le CROIR? C'est une passerelle qui veut favoriser la circulation d'informations sur les innovations religieuses. Je reviens tout à l'heure sur cette appellation-là. Et l'objectif, c'est de réunir une information la plus complète, qu'on espère possible, sur les diverses formes d'innovation religieuse, donc un espace d'échange, de dialogue et de compréhension du phénomène. Donc, c'est un centre de ressources. Dans un premier temps, donc, on a hérité de la documentation, mais le temps passant, les gens se déplacent de moins en moins et fréquentaient de plus en plus le site Internet, qui fait qu'aujourd'hui, la ressource principale du centre est un site Internet dont vous voyez des photos à l'écran. À gauche, vous avez la page d'accueil et à droite, donc, vous retrouvez des parties de ce site-là. Donc, que retrouve-t-on sur le site du CROIR? On trouve des fiches de groupe.
Certaines sont courtes, d'autres sont plus longues. Donc, on essaie périodiquement, mais là, ces derniers temps, pour de multiples raisons, on a dû mettre ça sur la glace, mais on essaie de donner de l'information sur différents groupes. Il y a aussi des dossiers thématiques. Ce que vous voyez en bas à droite, avec les icônes, vous indique un peu les types de thèmes qu'on aborde. Une de ces icônes-là, donc, que j'aime bien, c'est qu'on a développé une série sur les religions en milieu hospitalier, donc, ou qui s'adresse aux intervenants et intervenantes dans le milieu hospitalier. Si quelqu'un d'une tradition religieuse arrive dans le centre, à quoi on peut s'attendre en termes de demande ou tout au moins en termes d'exigence. Vous avez un exemple là, ici. Ou aussi, par exemple, l'analyse de ce que Statistique Canada nous donne comme information sur les groupes religieux, donc un autre document que vous avez là. Sinon, on a d'autres types de documents qu'on trouve à la droite du site. Donc, on a, par exemple, les sujets d'actualité où, principalement, un collègue, André Couture, qui est maintenant à la retraite, documente un peu les grandes fêtes dans les traditions religieuses, comme vous le voyez peut-être à l'écran. Et en bas, les croiriez-vous que, on essaie aussi de documenter un peu ce qui se passe dans ce monde, dans ce qu'on appelle le champ religieux. Donc, c'est un centre de ressources. On observe quoi? On observe, comme vous le voyez tout au bas, les reconfigurations du champ religieux contemporain à la lumière, ou à partir des acquis des sciences humaines des 50 dernières années, puisqu'on étudie le phénomène de ce qu'on appelle les nouvelles religions depuis une cinquantaine d'années maintenant. Vous avez 4 exemples à l'écran, où on essaie de documenter, on essaie de repérer, mais surtout d'analyser des phénomènes. Par exemple, à votre droite, vous avez les 2 derniers textes qui ont été déposés. Un texte que j'ai déposé sur le retour de la fascination des cristaux dans notre société. Alors, qui s'intitule donc le retour éclatant des cristaux. Et une des étudiantes qui travaille pour le centre a fait de même avec la fascination qu'ont les jeunes actuellement pour l'astrologie. À gauche, vous avez 2 exemples de groupes où tout au moins on essaie de comprendre un peu d'où le 3e thème. Par exemple, lorsque Diego Maradona est mort, j'en ai profité pour faire un texte sur l'église de Maradona. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en Argentine, il existe une église où, même avant sa mort, on adorait Diego Maradona, où, en bas, vous avez l'église du monstre en spaghetti volant, où on essaie de comprendre un peu, mais pourquoi ce type d'église-là émerge aujourd'hui. Ça fait toujours sourire, mais il y a des choses fort intéressantes à dire autour de ça. Donc, je vous invite à aller voir ces textes sur notre site du Croire, puisque, comme le dit le dernier volet, on essaie de vulgariser ces choses-là. Ce qui nous amène au dernier volet et qui va me permettre de répondre à la question qu'on pose, notre posture. On parle d'innovation religieuse. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas le mot secte ou dérive sectaire, puisque pour nous, on juge que ces termes-là ne nous en disent pas beaucoup sur l'objet d'étude. Au contraire, ça nous en dit plus sur la personne qui utilise ce vocabulaire-là. Puisque lorsqu'on regarde la composition, l'organisation, le style de vie de ces groupes, il n'y a pas beaucoup de petits communs dénominateurs. Ils sont tous et toutes, ces organisations-là, variées. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas réunir tous ces groupes-là sous un vocable qui est celui de secte. Certains vont me dire, oui, mais en sociologie, on utilise le mot secte, mais c'est un terme qui était utilisé pour décrire une situation d'un monopole religieux qui était le monopole chrétien. Max Weber voulait comprendre les organisations religieuses, les différencier, mais dans un cadre de monopole religieux, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. D'où notre position à nous, c'est de voir dans ces groupes-là, et là je reprends 2 citations, l'une de Daniel Hervieux-Léger et l'autre de Gordon Welton, des déclinaisons possibles de nouvelles formes religieuses dans le cadre général de la désinstitutionnalisation et de la recomposition religieuse, ou comme dit Gordon Welton, le produit de l'activité culturelle normale d'un peuple dans une société libre. Donc, on regarde ces groupes-là comme étant des expressions, des transformations du champ religieux, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Et je vous rappelle que ça touche pas, même pas 2% de la population, contrairement souvent à ce qu'on peut penser. D'où, conclusion,
La question, hein, une menace pour qui? À notre avis, ça ne représente pas une menace sociale. C'est le reflet d'une société où l'individu est devenu souverain et cherche à construire lui-même son salut en dehors des récits collectifs imposés ou tout au moins qui circulent dans notre société. Mais bien sûr, on reconnaît qu'il existe des dérives, mais ces dérives-là restent quand même marginales, hein, donc ces cas-là sont marginaux, à l'image de ce que on retrouve dans l'ensemble de la société. D'où, c'est pour ça qu'on apprécie que on trouve des gens comme autour de la table hein, qui s'occupent de radicalisation, qui s'occupent du croire, qui s'occupent aussi de la question, par exemple, des enfants, puisque comme dans l'ensemble de la population. Hein, pensons juste à ce qu'on entend autour de ce qui se passe dans la DPJ. Ben, on trouve exactement la même chose dans les groupes religieux. Donc, on a besoin de spécialistes qui vont s'occuper, mais notre rôle à nous, c'est de nous rappeler que nous ne sommes pas face à quelque chose qui nous menace tous et toutes, comme très souvent on nous le présente. Donc, on pourrait dire dans les quelques secondes qui nous restent, il nous reste 27 secondes. Pourquoi on en a peur? C'est tout simplement qu'actuellement, on vit dans une société où le religieux est marginalisé. Hein? Et j'aime bien dire, moi, le religieux est devenu une espèce de maladie transmissible visuellement. On veut plus la voir dans notre société. On a d'ailleurs un gouvernement qui de plus en plus ne veut pas voir du religieux dans l'espace public. Et Durkheim, dans ses premiers travaux, nous rappelait que l'étiquetage hein, d'un groupe nous en dit souvent beaucoup plus sur les valeurs qu'on veut défendre que sur les groupes qu'on veut stigmatiser. Voilà donc, je vous remercie et vous avez les coordonnées. Bon, alors moi, c'est Marie-Ève Garand. Je représente le CINR ici ce soir. Je suis super contente de représenter notre organisme. Le CINR, c'est un organisme qui est presque aussi vieux qu'Infosec. Il a été fondé en... Ah oui, il faut que je pèse sur le petit piton. Ah, je vais finir. Ah, il faut que je parle dans le micro. Bon, OK, je vais finir par y arriver. C'est un organisme qui a été fondé en 1984 sur le nom de CINR. Mais vous regardez, ça ne s'écrit pas pareil. À l'époque de Bergeron, c'était le CINR, C-I, information, N, nouvelles religions. Donc, c'était le Centre d'information sur les nouvelles religions. De 1984 à 2004, moi, j'ai pris la direction en 2004 de cet organisme-là. C'était un organisme indépendant. Hein, ça a toujours été un organisme sans but lucratif, indépendant, associé à l'Université de Montréal. Dans cette première époque-là, les rapports étaient tendus, je le nommerais comme ça, avec Infosec, parce que les perspectives étaient différentes. Le CINR est un organisme un peu comme le Croire, qui a milité beaucoup pour qu'on reconnaisse... les religions, non pas comme les nouvelles religions, non pas comme un phénomène d'emblée dangereux pour le domaine social, mais comme un phénomène qu'on pouvait accueillir, qu'on pouvait essayer d'interroger autrement. En 2004, quand j'ai pris la direction de l'organisme, on s'appelle encore le CINR, mais ça ne s'écrit pas pareil. C'est-à-dire qu'on est devenu le Centre d'écoute et d'interprétation des nouvelles recherches du croire. Le changement de nom marque un changement de cap. C'est-à-dire qu'on a délaissé la dimension de l'information. Mike le fait déjà super bien. Alain le fait déjà super bien. Fait que nous, on n'avait pas le bagage, on n'était pas équipés pour faire ça. Et on a décidé de travailler plutôt le domaine de l'accompagnement des croyances. Comment on accompagne quelqu'un qui a vécu une expérience de croyance extrême? Comment on peut l'aider? Comment on peut l'aider au travers de ça à se retrouver elle-même d'abord dans sa propre subjectivité, puis ensuite à se retrouver une place dans l'ensemble du social. Alors, moi, j'ai fait mes études d'abord en théologie dans ces années-là. J'ai fait un mémoire, j'ai fait un doctorat sur l'approche discursive, qui est l'approche qui a fondé le CINR depuis 2004. On a commencé à faire de l'intervention à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, qu'on roule, on a roulé jusqu'au moment de la pandémie à 2 intervenants. On était 2 intervenants au centre là, pour assurer là, le flot de demandes puis tout ça. Est arrivé, donc c'est ça, toute l'approche discursive qui a été développée, c'est autour de la thématique « Parler, c'est croire ». Comment on écoute les formes contemporaines du croire? Comment on porte attention au fait que du fait même qu'on parle, déjà quand je parle, je transmets une vision du monde, je transmets une vision de la vie. On est déjà dans un champ qui est bercé de cette subjectivité-là. C'est l'approche que nous, on a pris pour être capable d'accompagner les personnes, non pas sur le plan
d'une théorie qui viendrait dire, ben voilà, les témoins de Jéhovah ont vécu ça, les scientologues ont vécu ça, les raéliens ont vécu ça, par exemple. Mais c'était plus d'accueillir les personnes dans leur propre subjectivité. Moi, j'ai fait un parcours chez les raéliens. Moi, de mon parcours, il est arrivé ça, Fait qu'on revient à la petite histoire des personnes, à une histoire subjective, à une histoire individuelle, singulière, qui peut pas être démultipliée parce que chaque singularité sont nécessairement uniques. Autrement dit, par exemple, on accompagne 20 personnes qui sont là chez les témoins de Jéhovah. Bien, ils n'ont pas toutes la même expérience chez les témoins de Jéhovah. Bien sûr qu'il y a des grands thèmes qui sont les mêmes, il y a des choses qui reviennent. Je ne suis pas en train de dire que tout ça n'existe pas, mais je suis en train de dire que nous, sur le plan de l'accompagnement, ce qu'on accompagne, c'est les subjectivités. C'est l'histoire de chacun dans cette dimension singulière-là. C'est comme ça qu'on travaille là, au CINR. Je pense que ça fait pas mal le tour de cette diapo-là. Ah oui, puis là, il y a eu un autre gros tournant dans notre histoire. Tu sais, c'est l'histoire d'un organisme quand même, hein, de 84 à 2025, là, ça en fait du temps, tout ça. Là. Et bien là, il est arrivé la pandémie dans nos vies. Ça, on l'a tous vécu, pas mal tout le monde. La pandémie a été un gros tournant pour le CINR. Moi, à ce moment-là, j'enseignais à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Et il y a eu un nombre hallucinant de demandes qui sont tombées, entre autres autour de la question du complotisme, entre autres autour de la question de qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui ne veulent pas adhérer aux mesures qui étaient prônées. Et entre autres aussi, beaucoup, moi, comme je travaillais dans une faculté de médecine, de médecins, d'infirmières et de gens du réseau de la santé qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas ce qui arrive, on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de s'exprimer. On est en train de tomber dans une nouvelle modalité de protocole à appliquer où on n'a même plus le temps de soigner nos soignants. » Fait que là, est arrivé énormément de demandes de soignants à ce moment-là, étonnamment, qui trouvaient que le système de la santé ressemblait à une secte, puis qui ne savaient plus trop comment faire avec ça, qui ne savaient plus trop comment se situer là-dedans. À ce moment-là, moi, j'ai eu des décisions à prendre. J'ai dû quitter mon poste de professeur à l'Université de Sherbrooke. J'ai repris la direction du CINR à temps plein et on est rendu à 5 intervenants maintenant qui font de l'accompagnement. Donc, ça veut dire 5 intervenants à temps plein qui reçoivent entre 6 et 8 personnes environ par jour, en moyenne. C'est pas mal ça, notre range, pour aider ces personnes-là donc à se retrouver dans leur petite histoire, dans leur propre rapport au croire, dans leur propre rapport à la parole, en lien avec l'approche discursive qu'on a développée autour de parler, c'est croire. Je vais laisser la parole à Isabelle maintenant qui va vous expliquer un petit peu, parce que c'est elle qui a travaillé tout le versant de l'intervention avec les soignants à partir du moment de la pandémie. Fait que je vais la laisser vous présenter. Comme Marie-Ève l'a mentionné, la pandémie a été un tournant quand même important au CINR. La question que je me suis posée, c'est pourquoi les soignants qui ont accès à des professionnels de la santé dans le réseau demandent à être écoutés par des cliniciens qui travaillent dans le champ du croire au CINR. Et j'ai rapidement remarqué que les soignants parlaient de leur souffrance constamment en termes diagnostiques. Donc, ça m'a interpellée, puis je me suis dit, mais dans quel discours ils sont pris, ces soignants-là? Et l'approche discursive, elle invite à analyser les discours, puis leurs effets, puis ça m'a permis de saisir un petit peu mieux dans quel univers les soignants ils étaient plongés. Et c'est là où je me suis aperçue que l'angoisse, la tristesse, la fatigue, c'est des mots que j'entendais pas dans mon bureau. C'était, j'ai une dépression, j'ai un trouble anxieux, je suis bipolaire, et ça m'a vraiment inquiétée. Puis, dans le fond, mon travail, je me suis penchée sur l'idéologie de la médicalisation du sens de l'existence, et parce que avant, la souffrance était parlé comme c'est un humain en lien avec son environnement, il vit une souffrance, il vit quelque chose. Et je vous dirais, aux alentours des années 80, ça l'a changé, puis la souffrance, c'est devenu un trouble de santé mentale qu'on doit traiter. Et de ce fait même, les soignants se sont retrouvés à être formés comme des professionnels pour être capables de diagnostiquer et traiter ces troubles-là, et ça évacue
toute la zone grise que ben, les humains, c'est pas si simple que ça, il me semble. Donc, l'approche discursive, elle met l'accent sur l'écoute d'un sujet singulier à la fois. Et c'est pas tout à fait comme ça qu'on traite la souffrance quand on la prend dans des catégories diagnostiques et quand on vient dire à quelqu'un, ben voilà, qui tu es, tu te retrouves à être parlé par un diagnostic et non plus à être un humain qui essaie de raconter quelque chose de sa souffrance, de son histoire de vie. Ça, je l'ai dit. Et donc, j'ai travaillé beaucoup dans mon mémoire à essayer de saisir quelle posture on peut avoir quelle éthique on doit développer. Marie-Ève l'avait quand même déjà fait dans son doctorat, mais j'ai mis l'accent sur l'éthique d'une responsabilité de sa parole et de son acte. Donc, qu'est-ce que ça fait pour un soignant de devenir responsable de sa parole et de son acte? Ça a été une des très grandes souffrances, je pense, pendant la pandémie. Ils étaient pris dans un discours et ils n'avaient pas le droit d'en sortir de ce discours-là. Et dans le fond, lorsqu'on aide un humain, un soignant, à se repositionner dans sa posture de soignant, à se questionner, à prendre le temps de réfléchir, mais aussi à être capable de porter cette parole-là qui fait sens pour soigner un autre être humain, on n'est pas à la même posture que quand on fait juste appliquer des protocoles et qu'on fait juste répondre à des directives. Et ça, c'est une voie de passage, la responsabilité qui permet à un soignant de s'ancrer les pieds dans sa pratique. Mais ça me soulève quand même une question que je n'ai pas répondu encore puis qui va être pour la suite de mes travaux, mais je me demande si c'est encore possible pour un soignant de prendre responsabilité quand on voit toutes les mesures un petit peu punitives dès que quelqu'un essaie de sortir du discours. Donc, voilà pour ma partie à moi. Bonjour. Alors, on est deux à présenter la prochaine présentation. Donc, une minute. Donc, c'est ça, je vais présenter une partie, puis ensuite de ça, je vais laisser la parole à Lorraine de Rocher. On va un peu s'échanger pour que ce soit un peu plus dynamique parce qu'on veut vous parler de quelque chose qu'on fait en commun, une collaboration. Donc, moi, je vais vous présenter Plaidoyer Victime. Donc, mon nom, c'est Léa Sorier. Je suis la responsable des dossiers politiques au sein de cette organisation qui défend les droits des personnes victimes d'infractions criminelles au Québec. Donc, c'est un organisme qui existe depuis 40 ans. En fait, c'est sa 41e année cette année. Donc, c'est vraiment dans les années 80, il y a eu vraiment une mouvance au niveau québécois puis canadien, mais vraiment, on commence à s'intéresser un peu plus aux personnes victimes d'infractions criminelles. Tout ce qui était aide autour des personnes victimes était vraiment juste au balbutiement au Québec. Et donc, il y a eu une professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, donc Micheline Barry, qui a voulu changer un peu le cours des choses. Et donc, de fil en aiguille, après avoir constaté qu'il y avait un manque de services, un manque de thérapie aussi spécialisée, d'accompagnement spécialisé, de compréhension des besoins des personnes victimes, il y a eu la création d'un comité d'assistance aux victimes qui voit le jour. Et puis, 2 ans plus tard, il y a eu la création de l'organisme tel qu'on le connaît un petit peu aujourd'hui, en tout cas en 1984, qui est devenu l'Association québécoise Plaidoyer Victime et qui est un organisme provincial de défense et de promotion des droits des personnes victimes. Donc, la mission, c'est ça, c'est de défendre et promouvoir les droits collectifs. L'objectif, c'est d'avoir des droits accessibles, respectés et des recours effectifs pour les personnes victimes. Et on travaille pour faire avancer les droits des personnes victimes, de toutes les personnes victimes, donc tout type d'infractions criminelles et tout type de personnes victimes. On a 3 valeurs principales qui sont l'équité, la solidarité et la rigueur. Et on a surtout 4 axes d'activité que je vais vous présenter. Donc, éducation populaire autonome, mobilisation sociale, action politique non partisane et représentation. Donc, l'éducation populaire autonome, ça consiste à faire des activités de sensibilisation, de l'information et de la formation. Donc,
sensibilisation, on va faire des colloques, on va publier des informations sur des sujets pour sensibiliser à des thématiques particulières ou à un groupe de victimes en particulier. On va faire de l'information auprès des personnes victimes et de leurs proches sur quels sont leurs droits, quels sont les recours existants, quelles sont les ressources existantes également. Et puis, on va faire de la formation qui va être vraiment à l'intention des personnes qui travaillent auprès des personnes victimes. Donc, ça va être auprès des personnes psychologues, aux personnes qui travaillent dans des CAVAC, dans les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, donc à la DPJ, donc tous les domaines qui gravitent autour des personnes victimes pour les aider à intervenir adéquatement en fonction des besoins spécifiques de chaque personne et de chaque type de victimisation criminelle. Tout ce qui est mobilisation sociale, c'est à la fois mobiliser les membres de Plaidoyer Victimes, mobiliser la société autour d'une question, mais nous aussi se mobiliser autour d'une problématique spécifique. Donc, par exemple, quand nos partenaires veulent soulever une problématique particulière qui nous intéresse aussi, pour laquelle on veut s'engager, on vient aller signer des lettres ouvertes, faire des sondages, créer des comités pour essayer de faire changer les choses. Tout ce qui est action politique non partisane, ça vient essentiellement reprendre les actions d'analyse et prise de position. Donc, dès qu'il y a un projet de loi, que ce soit au fédéral ou au provincial, qui vient toucher de près ou de loin les personnes victimes, on intervient, on rédige des mémoires, on vient en commission parlementaire pour défendre nos points de vue et espérer qu'on soit écouté. Tout ça dans l'optique de faire avancer les droits des personnes victimes. Et enfin, le bloc représentation, c'est entre autres toutes les collaborations qu'on peut faire avec différents organismes tels que Infosect, justement, pour pouvoir nous-mêmes nous nourrir de perspectives différentes et de spécialisation, d'expertise de nos partenaires, mais nous aussi apporter notre point de vue sur notre expertise sur la victimisation criminelle. Donc, la question des victimisations en contexte sectaire, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui parce que nous ne sommes pas des expertes et des experts sur la question sectaire, mais nous, on s'est intéressé à la question de la victimisation criminelle dans ce contexte-là. Alors, comment ça a commencé? On collabore avec Infosec depuis plusieurs années. Et puis, en 2009, on a décidé de faire un cahier de plaidoyer victime, Antenne sur la victimologie. Donc, c'est une revue de victimologie. Et on s'est intéressé particulièrement à la question de la victimisation au sein des sectes. C'était ça le titre en 2009. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont écrit dans cet article-là, entre autres Mike Kropveld, qui est ici, qui est le fondateur et directeur de Infosect. Il y avait aussi Marie-André Pellan, qui est la présidente de Infosect, qui est professeure aussi à l'Université de Moncton. Il y avait aussi Diane Cassoni, qui était professeure aussi de criminologie à l'UDM. Donc, ce sont des personnes qui ont écrit des articles dans cette revue-là. Et notamment, ce qui était mis de l'avant, c'était une analogie, par exemple, entre l'expérience vécue entre le leader et une personne adepte, et puis la violence conjugale, donc plus particulièrement la relation, en fait, la forme de contrôle coercitif que ça pouvait reprendre. Il y a également la question des légitimations de certaines infractions criminelles ou bien de banalisation ou de normalisation de certaines infractions criminelles. Et puis enfin, on s'est intéressé à la question des enfants nés en communauté fermée et comment les accompagner, par exemple, à la sortie. Donc nous, notre approche du phénomène, si je peux dire ça, c'est vraiment toute la question de la victimisation et donc à travers ça, quels sont les droits des personnes victimes, quelles sont les ressources, quels sont les recours juridiques. Donc, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est qu'en 2009, c'était un propos un peu en émergence dans le monde de la victimologie et de la criminologie, et les criminologues et les victimologues connaissaient moins un petit peu cette question-là. Donc, l'objectif, c'était d'amener cette question-là dans le milieu criminologue et d'équiper aussi les personnes intervenantes auprès des personnes victimes pour faire une intervention adaptée. Donc, c'était d'ouvrir des portes, d'ouvrir des horizons et d'offrir des outils de sensibilisation, de formation. Donc, justement, on a décidé de créer on a fait une collaboration avec Lorraine sur une formation qu'on va vous présenter. Donc, d'abord, je vais laisser Lorraine s'introduire puis lui laisser la parole quelques minutes. Alors, je suis Lorraine de Rocher. Je suis sociologue, comme mon ami M. Bouchard.
Je suis rattachée au Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke et je suis aussi rattachée au Centre de recherche pour l'enfance et la famille de l'Université McGill. Alors, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je me suis intéressée aux personnes mineures, aux enfants qui ont grandi ou qui sont nés en milieu sectaire. Alors, en premier lieu, je me suis intéressée aux difficultés d'intégration en société pour quelqu'un qui a vécu son enfance dans un environnement relativement fermé à la société. Et puis ensuite, je me suis intéressée aux défis en protection de la jeunesse de protéger les enfants qui seraient en danger. Loin de moi l'idée que tous les enfants qui vivent dans des environnements fermés sont nécessairement victimes. Cela dit, il y a quand même des enfants qui le sont. Alors, mon angle d'approche est assez simple. Pour moi, la secte, si on veut utiliser ce terme-là, est un contexte d'intervention qui a des caractéristiques particulières. De la même manière, par exemple, que des gangs de rue, c'est un contexte d'intervention particulier, ou même des équipes de jeunes sportifs où on peut retrouver certains abus, chez les petits garçons notamment, ou encore des situations de violence conjugale qui ont des caractéristiques particulières. Ce sont des contextes particuliers d'intervention. J'ai quelques ouvrages et quelques titres sur le sujet dans lesquels j'ai développé une approche que j'appelle l'approche compréhensive. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs interventions qui ont été menées dans des groupes qu'on appelle des sectes et qui ont malheureusement terminé en situation de crise. Et bien souvent, c'était tout simplement parce qu'on ne comprenait pas le fonctionnement de ces groupes-là, on ne comprenait pas le contexte dans lequel on intervenait. À cet égard, le gouvernement a reconnu cette approche et considère l'approche compréhensive. Tu peux cliquer. Merci. Donc, le gouvernement du Québec a reconnu cette approche qu'il la considère, et je cite, comme étant prometteuse. Alors ici, on a l'entente multisectorielle qui est relative aux enfants victimes d'abus sexuels, d'abus physiques ou de négligence grave, qui considère que les communautés sectaires ou fermées constituent un des contextes particuliers d'intervention. Maintenant, je voudrais revenir au Centre de recherche sur l'enfance et la famille avec lequel je travaille à McGill. En 2018, en collaboration avec ce centre-là, et en collaboration aussi en partenariat avec divers ministères et avec aussi Mike de InfoSect et Carole Tremblay, on a écrit ce guide-là qui se trouve à être un guide d'intervention en protection de la jeunesse surtout pour intervenir là, dans les groupes fermés, les groupes sectaires. À l'époque, lorsqu'il est sorti, ce petit guide-là, en 2018, je suis allée voir Marie-Hélène Blanc, qui était alors directrice générale de l'Association québécoise Plaidoyer Victimes, et en discutant, elle m'a offert de mettre sur pied une formation qui visait forcément les professionnels, les intervenants sur cette question-là. Alors, on a fait un test d'une année et Léa va poursuivre à partir de là. Donc, c'est ça, on a monté donc la formation en se basant sur ce guide-là. Donc, la première année, c'était une formation de 12 heures qui était offerte en présentiel dans 4 endroits différents, avec des individus. Et puis, à un moment donné, il y a eu une demande particulière d'un groupe de personnes, d'un groupe qui a voulu recevoir la formation. Donc, la première année, ça a été 5 formations qui a été données. Et depuis, on l'offre à chaque année. Et en fait, en 2020, il y a eu la pandémie et on l'a donc offert pour la première fois en webinaire, en web diffusion en direct, donc pendant 12 heures. Je vais se présenter, voilà. Donc c'est ça. Donc c'est un contenu qui c'est une formation qui était donc offerte en webinaire seulement. Et puis depuis octobre 2024, la formation donc qui s'appelle Intervenir auprès des groupes sectaires ou de communautés fermées, s'outiller pour mieux protéger les enfants, est ouverte sous une nouvelle formule, si on peut dire. En fait, elle est divisée en ligne. Il y a une première partie asynchrone qui s'appelle donc Victimisation des enfants en contexte sectaire, qui est indépendante, qui peut être suivie toute seule. Et ensuite de ça, il y a 2 autres formations qui peuvent être pour compléter, qui sont offertes, elles, en web diffusion en direct ou en présentiel, et qui sont de 6 heures également. Donc, les défis de l'intervention dans le contexte particulier des groupes sectaires et grandir dans une communauté sectaire, l'accompagnement après la sortie.
Donc, les deux d'une durée de 6 heures, mais avec la première qui est la formation de base en asynchrone, ça fait une formation en tout de 12 heures ou de 12 heures plus 6 heures si on souhaite. Donc, au niveau de la clientèle, c'est beaucoup de personnes intervenant en protection de la jeunesse, psychologues, intervenantes et intervenants psychosociaux, médiatrices et médiateurs interculturels. Mais récemment, on a une autre clientèle qui s'est ajoutée, ce sont les maisons d'hébergement. Et c'est en fait grâce aux maisons d'hébergement que on a, en fait, qui nous ont amené la question, mais comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces personnes, ces enfants-là puis ces mères qui arrivent en maison d'hébergement? Et donc, ça a donné lieu à la formation Grandir dans une communauté sectaire, l'accompagnement après la sortie. Je vais vous laisser maintenant, Lorraine, vous donner un petit peu plus d'explications sur le contenu de ces formations-là, si ça vous intéresse. Et sachez qu'elles sont disponibles sur notre site web si jamais vous êtes intéressé à les regarder. Alors, merci. Merci Léa. Donc, dans la continuité de l'idée que la secte est un contexte d'intervention, bien, la première chose que je considère qui est très importante, c'est de comprendre ce contexte-là en faisant des distinctions dans les différents groupes qui existent. Alors, comme sociologue, bien, on parle souvent de typologie, de type. Alors, une religion, bien, c'est peut-être pas constitué tout à fait de la même façon qu'un nouveau mouvement religieux, qu'un groupe sectaire, qu'une communauté fermée ou d'une secte totalitaire. Alors, on prend 3 heures ensemble pour essayer de faire le tour un petit peu de se comprendre comment fonctionnent les religions. Ce n'est pas, bien sûr, un cours de théologie, on ne va pas dans les doctrines ou quoi que ce soit, mais on essaie de comprendre le fonctionnement de ces groupes-là. Et ce qui est un peu particulier, c'est quand on discute avec les travailleurs sociaux, ils sont tous surpris de voir qu'il y a un paquet de choses qui sont normales dans un contexte religieux ou spirituel. Alors, donc. Ensuite de ça, on parle bien sûr de victimisation. Encore une fois, qu'est-ce qui est typique aux communautés fermées? Hein, c'est pas n'importe quoi. Alors, au Québec, nous avons dans la loi de la protection de la jeunesse 2 formes de mauvais traitement psychologique qu'on appelle l'isolement social et le contrôle excessif. Alors, on regarde ça dans certaines sectes totalitaires, ça peut arriver qu'un enfant soit victime ou, si vous voulez, qu'il subisse un isolement social ou contrôle excessif de façon grave et continue, comme le dit la loi. Ensuite de ça, on parle de l'intervention en tant que telle. Quels sont les défis de l'intervention dans ces milieux-là? J'ai parlé tantôt d'interventions qui finissent parfois en situation de crise. Comment on s'assure que ça n'arrive pas, ces situations-là, et que les enfants soient protégés, parce que ici, c'est ça notre objectif. Et finalement, on parle des repères qui vont favoriser une meilleure intervention. Finalement, l'autre intervention, Grandir dans une communauté sectaire, l'accompagnement après la sortie, bien justement, on a des enfants devenus adultes qui ont quitté des milieux fermés et qui se retrouvent à leur tour sans repère dans cette société-ci. Alors, comment on fonctionne? Quand on a compris l'environnement, je dirais même culturel de l'enfant, quand on comprend les caractéristiques de l'enfance en milieu sectaire, bien, on va comprendre aussi les défis de la vie adulte et comment accompagner ces personnes-là dans la société. Alors, premier volet, l'impact sur la vie adulte d'une enfance vécue en contexte fermé, en contexte sectaire, et finalement, les défis de l'intégration en société pour terminer avec la transition vers le projet de vie. Alors, rapidement, j'aimerais vous parler d'un autre projet qui est un petit bébé qui a juste 1 an. Ça fait pas longtemps que ça existe. J'ai appelé ça le myosotis parce que le myosotis, c'est une petite fleur qui pousse à l'ombre. Et en anglais, le myosotis, c'est Forget Me Not Journal. Forget Me Not, point. Moi, j'ai appelé ça le journal. Alors, l'idée est assez simple. C'est que j'ai écrit en 2022 un livre qui s'intitule « Ces enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire ». C'est un livre grand public et à la suite de la publication, j'ai reçu beaucoup de courriels de personnes qui avaient grandi en milieu sectaire. Et n'étant pas intervenante moi-même, n'étant pas psychologue, je me voyais mal répondre directement à ces gens-là. En même temps, je me voyais mal aussi ne pas leur répondre. Alors, j'ai essayé ça l'année passée. C'est simplement une continuité. J'aime écrire. C'est une petite lettre toute simple que j'écris 1 fois par mois. Les gens s'inscrivent, s'abonnent, ça ne coûte rien, ça ne coûtera rien non plus. Ce n'est pas ça l'idée. Et puis, je traite de sujets qui les préoccupent. La fin du monde. Des fêtes comme l'Halloween. On essaye de donner un petit peu d'histoire. On fait du transfert de connaissances. C'est principalement ce que je fais. Alors,
On a ajouté des chroniques dernièrement. J'ai des étudiants qui sont intéressés par ce projet-là. Alors, j'ai une chronique qui s'appelle « Lu pour vous », où finalement, on fait des critiques de livres, mais ce sont des livres surtout qui pourraient aider les jeunes, encore une fois, à se retrouver, si vous voulez, dans la société. Alors, en un an, j'ai pas de publicité, on n'est pas sur Facebook ou quoi que ce soit. Comme je vous dis, c'est une petite initiative très simple. Présentement, j'ai 50 abonnés, des gens qui proviennent du Canada, des États-Unis, de la France, du Mexique et de l'Argentine. La lettre est en 2 langues, en français et en anglais. Et sur les 50 abonnés, il y a 25 personnes qui sont des personnes qui ont grandi en milieu sectaire et qui sont issues de 17 communautés différentes. Alors, je suis moi-même étonnée de voir quand même, malgré le petit échantillon, que c'est les gens qui sont concernés par cette problématique-là, si vous voulez, ou par ce sujet-là, qui s'abonnent et qui semblent aimer ma petite lettre. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez prendre la photo du petit code QR. Ça va vous conduire directement sur le site. Les lettres, on peut s'abonner, mais on peut ne pas s'abonner aussi parce que les lettres sont sur le site. Alors, c'est ma petite contribution là, à la table de ces organismes-là. Voilà. Bonjour, ou bonsoir, excusez-moi. Alors, pour InfoSec, je pense que ces questions, c'est qu'on vient tout de suite, qu'est-ce que ça vraiment signifie? Et je pense que ces questions, au niveau des titres aujourd'hui, je pense que c'est aussi très important parce que qu'est-ce que représente le mot secte et qu'est-ce que représente, en effet, une menace? Je pense, en général, pour nous autres, quand on regarde le phénomène des sectes, je pense on doit être conscient que le mot est devenu une étiquette. Une étiquette qui, en général, ne représente pas grand-chose, sauf dangereux. C'est un mouvement dangereux. En réalité, il n'y a pas une définition avec quoi tout le monde est en accord pour le terme secte. Il n'y a pas de définition non plus juridique. Ça veut dire que c'est une étiquette qui amène des gens de penser si tel groupe est mentionné comme secte, ça veut dire que ça devrait être une menace et dangereuse à la société. Pourquoi? En général, je veux dire que les gens aujourd'hui, dans la société, aiment des réponses simples. Est-ce qu'un groupe est bonne ou pas bonne, ou est-ce que c'est dangereuse ou pas dangereuse? Les nuances dans cette situation de phénomène sectaire, en mon opinion, n'existent pas. Et aujourd'hui, avec tous les documentaires et films sur le sujet de secte, ça renforce malheureusement l'image que ces mouvements-là sont une menace à la société, une menace à la population. Comme une des choses que je pense qu'Alain a mentionné, ces mouvements-là, en général, des mouvements, en guillemets, qui a posé des risques et des dangers, comme l'Ordre de Temple solaire, le Waco, le Porte de Paradis, les drames, sont marginaux dans la société. Bien sûr, ça attire les médias, l'attention du public, parce que c'est vraiment des mouvements extrêmes, des situations extrêmes. Mais ça n'existe pas chaque jour. En même temps, je pense que je veux dire que on doit être, en effet, conscient que quand on parle des mouvements, c'est une variété de différentes organisations et mouvements qui sont listés comme mouvements religieux ou mouvements sectaires. Ils ne sont pas nécessairement des groupes qui sont religieux. Notre approche, c'est on regarde le fonctionnement des groupes. Des groupes peuvent être religieux, ils peuvent être politiques, ils peuvent être ésotériques, etc. Les questions, en regardant le phénomène, c'est d'essayer de comprendre le comportement des mouvements et comment ça peut avoir un impact sur les individus et la société. Et effectivement, est-ce que ça peut avoir un impact sur la société et la population? C'est question de regarder, en effet, comment on définit ces mouvements-là ou comment on regarde le terme qu'on utilise. Parce que les termes qu'on utilise, c'est très important. Aujourd'hui, peut-être moins aujourd'hui, si on parle des groupes, mais un petit peu dans le passé, si on parle de secte, c'est un mouvement dangereux, c'est une image négative. Si on parle, c'est un groupe religieux, souvent les gens ont l'impression que ça doit être bonne. Moi, je dis souvent, quand les gens nous posent des questions concernant un mouvement, vous pouvez avoir une bonne expérience dans soi-disant mauvais groupe et une mauvaise expérience dans soi-disant bon groupe. Ça veut dire les questions de mettre une étiquette sur un groupe est moins important de regarder des mouvements un par un et de regarder les différentes situations et circonstances autour de le fonctionnement de le groupe. En effet, les questions de regarder, en effet, pas juste le choix, mais les questions de regarder un petit peu notre perspective, c'est de comprendre. Excusez-moi, je dois mettre les lunettes parce que misère de regarder l'écran sans mes lunettes.
c'est en effet pas les ensembles des groupes qui sont identifiés comme des sectes qui représentent un risque. Certains groupes causent des torts à certaines personnes, à certains mouvements, et certains groupes causent, en effet, plus que d'autres. Et c'est aussi important de comprendre pourquoi les gens embarquent dans des différents mouvements. Parce que c'est clair, de notre point de vue, les gens n'embarquent pas dans un secte. Ils vont joindre un groupe ou un mouvement qui les attire dans une période de temps où ils sont en recherche ou dans une période de difficulté où ils cherchent un certain confort ou soulagement. En effet, basé sur des expériences qu'ils vivent, en effet, quotidiennement. Mais en même temps, je pense que les risques que ça peut représenter un groupe varient en fonction de plusieurs facteurs. Les caractéristiques individuelles des membres, parce que certaines fois, dans certains groupes, il peut y avoir certains membres qui vivent des très belles expériences et des autres, non, pas du tout. Ça dépend de plusieurs facteurs. Et une des choses au niveau pas de la situation et des circonstances, c'est le lieu ou la région où existe le groupe. Si vous avez un mouvement international, ça ne dit pas nécessairement que tout le monde dans le groupe international va vivre la même expérience, parce que le leadership dans certains, en effet, endroits peut être différent. Ça veut dire que l'impact va se varier. Et très important aussi, c'est de regarder l'époque, en effet, dans l'histoire d'un groupe. En effet, un groupe qui a causé des problèmes ou a des difficultés dans le passé, c'était peut-être juste dans le passé. Et si on regarde aujourd'hui comment le mouvement fonctionne, peut-être c'est pas du tout comme ça existait dans le passé. C'est la raison, c'est important aussi de regarder pas d'informations sur le mouvement qui était en effet publié il y a 20 ou 30 ans, mais de regarder qu'est-ce que c'est le plus intéressant information et d'essayer de regarder en effet l'information de diverses sources. Et aussi, c'est aussi de comprendre dans le fonctionnement de groupe, qu'est-ce que c'est les risques aussi au niveau les facteurs internes et externes. Quelles sortes de conflits existent à l'intérieur du groupe ou à l'extérieur? Parce que certaines fois, dans certains, ce qu'on peut dire, drames qu'on a vu dans l'histoire, en effet, le phénomène sectaire, c'est aussi, en effet, amplifié par le fait qu'il y a une réponse de la société, en effet, sans être conscient, comme Laurent a mentionné, sans être conscient qui est vraiment ces groupes-là? Qu'est-ce que ça fonctionne à l'intérieur? Est-ce que l'information sur quoi on base notre intervention est vraiment valide et basée sur les faits, ou est-ce que c'est basé sur le fait qu'il y a certaines peurs à cause que le mouvement est différent? Quand on regarde des situations, en effet, je pense, de notre point de vue aussi, on regarde l'exemple d'inégalité des relations de pouvoir. Parce qu'effectivement, dans les mouvements, c'est question, comme dans la vie quotidienne, il y a des différentes situations et relations de pouvoir. Et quand vous avez des imbalances de pouvoir, tout ce qu'on peut dire, c'est... Alors, comme tu dis, il y a toutes sortes de situations qui existent dans la vie quotidienne dans la société, soit que c'est relations parents-enfants, etc., comme je marqué sur l'écran. Mais la question, c'est de regarder au niveau des risques particuliers aux sectes, c'est de comprendre, en effet, le conflit avec le courant dominant peut être utilisé pour isoler les adeptes et, en effet, comme mentionné aussi, les leaders. Comment de voir les leaders pour être capable de voir le niveau de contrôle peut-être qu'ils possèdent sur les individus dans le mouvement et comment je mentionnais l'histoire de le groupe et l'évolution auprès du temps. Une des choses qu'on parle de risque n'égale pas certitude. On peut dire qu'il y a un potentiel de risque. Si on regarde, en effet, notre opinion, le continuum de mouvements qui existe dans la société, continuum des mouvements qui sont, en effet, certains qui sont ouverts, très tolérants, démocratiques, versus les mouvements à l'autre côté, le continuum, qui sont extrêmes, intolérants, peut-être gérés par un leader totalitaire. La majorité des mouvements, qu'on peut dire, tombent entre les deux extrêmes. Ça veut dire que le potentiel des risques dans certains mouvements peut être plus haut si on regarde, en effet, le mouvement est plus vers le côté, le continuum, des mouvements extrêmes, totalitaires, etc. Alors, juste rapidement, l'objectif d'InfoSec était le pouvoir de la dignité et l'intégrité de la personne, le respect des droits individuels et collectifs, la liberté de pensée et d'expression, ainsi que le droit d'accès à l'information. Alors, on a pas mal de différents services qu'on offre aux populations. Et pour, en effet, juste finaliser, je pense que c'est important,
comprendre le fonctionnement des groupes pour mieux évaluer les risques. Certains points doivent être regardés, comme je mentionne, ce type de leadership, la philosophie des groupes et ses évolutions et les relations sociales. Moi, je regarde les mouvements qui sont, je pense, dans mon opinion, on doit regarder les mouvements un par un et comprendre les mouvements sont formés ou créés et gérés par des êtres humains et des individuels qui vont être, en effet, tous différents. Ça veut dire que les mouvements qu'ils vont créer vont être différents et on doit regarder, à ce moment-là, les mouvements un par un. Les gens qui sont à l'intérieur des mouvements aussi, un par un. Ça veut dire que chaque situation doit être vue avec une certaine nuance. Nuance n'indique pas qu'il n'y a pas des problèmes ou des risques. Nuance, ça veut dire qu'on doit prendre le temps de vraiment évaluer les situations avant de faire sur une descente ou si on veut aider quelqu'un avec des difficultés ou problèmes qu'ils ont vécus. Alors, merci et j'espère que vous allez avoir beaucoup de questions ou discussions.